Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand débat, merci d'être avec nous. Le grand débat, les grands faits de l'actualité en Afrique, en Europe et dans le monde. Nous sommes ensemble pour une heure d'analyse et de débat sur Africa Radio. Pour nous faire part de vos commentaires, allez donc sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Le débat aujourd'hui, le tournant répressif en Algérie. Le soulèvement populaire en cours depuis 8 mois en Algérie pourra-t-il survivre à la brutale campagne de répression désormais assumée par un pouvoir politique ouvertement incarné par le général Ahmed Gaïd Salah ? Alors que ce dernier tente d'imposer un calendrier électoral rejeté par les militants de la Révolution, les arrestations se multiplient visant des personnalités publiques jugées proches des acteurs du mouvement de contestation. En parallèle, des proches du président déchu Bouteflika, des personnalités autrefois intouchables, sont livrés à une machine judiciaire devenue l'instrument d'une véritable purge. Jusqu'où peut aller cette logique répressive du pouvoir algérien ? C'est la question au cœur de ce grand débat. Nous en parlerons avec nos invités. L'émission est réalisée par Hugo Vallière. Le grand débat, Africa Radio. C'est également sur facebook.com/le grand débat. Comme de coutume, nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde. Mention spéciale aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à Alger, à Blida, à Lomé, à Gao, à Lubumbashi, à Washington DC, à Montréal ou encore à Yaoundé et aussi à Moscou. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook et bien sûr toujours et encore une pensée forte à nos amis de Bujumbura au Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires, le grand débat sur Africa Radio. Tournant répressif en Algérie. Hier, un groupe d'intellectuels algériens a rendu public un texte appelant à l'arrêt des poursuites contre les acteurs de la contestation. Les signataires du texte dénoncent, je cite, une campagne d'arrestation qui frappe à nouveau brutalement et illégalement des citoyens et des personnalités publiques proches du soulèvement populaire pacifique. Cette campagne d'arrestation menace tous ceux qui s'engagent en faveur d'un changement radical et contre les choix unilatéraux des autorités de fait. Fin de citation. En conclusion, les auteurs de cet appel invitent, je cite, le peuple algérien à se mobiliser pacifiquement et massivement jusqu'à l'arrêt total de l'arbitraire et l'aboutissement de ses revendications démocratiques. Fin de citation. Le soulèvement populaire peut-il survivre à la nouvelle logique répressive du pouvoir incarné par l'armée ? C'est la question donc au cœur de ce grand débat. Et pour en parler, nous accueillons dans cette édition du grand débat Moussab Hamoudi. Bonsoir. Bonsoir. Moussab Hamoudi, vous êtes chercheur doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS de Paris. Merci d'être avec nous. Fatah Bendali est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Fatah Bendali, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes le secrétaire général en Europe du parti Gilles Jadid. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Gilles Jadid, c'est Génération Nouvelle. Pardon. Absolument. Merci d'être avec nous. Au téléphone depuis Alger, nous accueillons Zoubida Assoul. Zoubida Assoul, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation et bonsoir aux autres invités. Zoubida Assoul, vous êtes la présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP, et toujours depuis Alger au téléphone, Nariman Mendil. Nariman Mendil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes notre Bonsoir ma chère consoeur, merci d'être avec nous. Alors d'abord, on va s'arrêter quelques minutes sur ce procès qui a démarré lundi dernier devant le tribunal militaire de Blida. Un procès de 4 personnalités du régime Bouteflika et non des moindres. Et le verdict vient de tomber, 3 jours de procès seulement. Saïd Bouteflika, frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ancien homme fort du régime, condamné à 15 ans de prison pour attaque à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. 15 ans de prison aussi pour le général Mohamed Medienne, dit Toufik, qui fut directeur des services secrets algériens et aussi son successeur à la tête du renseignement, Atman Tartag, qui écope aussi de 15 ans de prison. Et enfin, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, 15 ans de prison aussi. Alors par ailleurs, dans la même affaire, le tribunal a également condamné par contumace à 20 ans de prison l'ancien ministre de la Défense et ex-chef d'état-major de l'armée Khaled Nezar, son fils Lofti, ainsi que Farid Ben Hamdine, gérant de la société algérienne de pharmacie. Voilà. Je me tourne vers vous, Fatah. D'abord, je me tourne vers Alger, Nariman Mendil. D'abord, dites-nous, quel est le sentiment de l'opinion à l'issue de ce procès ?
c'est une opinion, mais vraiment, c'est pas vraiment Nariman Mendil, on va devoir vous rappeler parce que la ligne, elle ne se dégrade pas, elle est dégradée. On va essayer de vous rappeler, on aura peut-être une meilleure communication. Je vais peut-être poser la même question à Zoubida Assoul. Vous êtes à Alger, présidente de l'UCP. Quel est le sentiment de l'opinion aujourd'hui à l'issue de ce procès ? Écoutez, moi, en tant qu'avocate, en tant que juriste, on a le principe, c'est de respecter les décisions judiciaires, de ne pas les commenter. C'est ça. Par contre, on peut absolument commenter les conditions de ce procès. Oui. Les conditions de ce procès n'ont pas été vraiment qui garantissent le procès équitable, les conditions d'un procès équitable. Deuxièmement, c'est que les chefs d'inculpation pour lesquels ont été condamnées ces personnes que vous venez de citer sont des chefs d'inculpation qui ne correspondent en aucun cas sur le plan du droit à la peine qui a été prononcée, parce que moi je ne connais pas le contenu de ces dossiers, je ne fais pas partie du collectif des avocats qui les a défendus, mais selon les chefs d'inculpation, selon le peu d'informations que nous avons sur le contenu de ces dossiers, franchement, porter atteinte au chef de l'armée, porter atteinte à l'État, je pense pour des choses comme ça, il faut quand même un peu plus que ça que ce qu'il y a dans ces dossiers-là. Et 3 jours de procès seulement. Beaucoup de questions sur... Pardon ? Il dit 3 jours de procès seulement pour des accusations aussi lourdes. Hein. Ben oui, c'est ça ce qu'on appelle les conditions d'un procès équitable. En fait, les conditions d'un procès équitable, il faudrait d'abord que ce procès soit public, comme le stipule la loi algérienne et la Constitution. Or, ce procès n'était pas public. La deuxième des choses, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est pour des peines aussi lourdes. Il faudrait quand même qu'il y ait le temps de voir ce qu'il y a dans ce dossier-là. Ce dossier-là a été fait dans la précipitation depuis le mois de mai. Quand même pour une affaire criminelle, en général, moi qui suis praticienne du droit, en général pour des affaires criminelles, vous avez minimum la moyenne que nous avons dans les procès entre l'instruction et le procès, c'est toujours entre 8 et 12 mois, voire parfois 16 mois. Donc on voit bien que ce procès a été vraiment fait à la va-vite. Je pense que l'arrière-pensée dans cette histoire-là, c'est de dire, voilà, on s'attaque aux gens qui faisaient partie du pouvoir de Bouteflika, sauf que le pouvoir de Bouteflika, c'est pas uniquement ces gens-là, mais en plus, moi, ce qui m'interpelle personnellement, c'est que les chefs d'inculpation ne correspondent pas. J'aurais aimé, par exemple, qu'on parle pour le frère du président, qui lui était président de l'Algérie depuis 2013, c'est-à-dire depuis que le président est tombé malade, et nous, dans l'opposition, et j'en fais partie, depuis ce temps-là, on disait qu'il y avait usurpation, on disait qu'il y avait justement abus de pouvoir, on disait qu'il y avait dilapidation des deniers publics, mais personne ne nous écoutait. On aurait aimé que le procès puisse porter sur ce type de chef d'inculpation. Ce n'est pas le cas, puisque l'armée est donc la principale plaignante dans cette affaire. Hein, voilà. Donc, c'est pas... Non, pas du tout. En plus, il y a un amalgame terrible dans cette affaire-là, c'est que maintenant, comme Bouteflika avant le disait, l'ancien président, l'Algérie c'est moi. Aujourd'hui, l'armée, c'est pas le chef d'état-major quand même. L'armée, c'est une institution qui a quand même auprès des populations et de la majorité du peuple algérien beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Sauf que aujourd'hui, on ne peut pas confondre quand même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la vision du chef d'état-major ne peut en aucun cas porter atteinte à l'armée en tant qu'institution. Merci Zoubida Assoul. C'est vrai qu'il y a une confusion parce que les accusations portent sur une attaque à l'autorité de l'armée et par ailleurs complot contre l'autorité de l'État. On voit bien qu'il y a une confusion manifeste entre l'État et l'armée. Est-ce qu'on a retrouvé Nariman Mendil ? Nariman Mendil, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Oui, alors on vous écoute. Oui, la ligne est meilleure là. Donc rapidement, le sentiment de l'opinion, si vous avez pu tâter le pouls de l'opinion, si je puis dire.
Oui, alors ce que je vous disais, c'est que c'est un peu mitigé. Il y en a qui applaudissent quand même, qui vous disent enfin des symboles, comme puisque ce sont vraiment des symboles. Un ancien responsable des services de renseignement, un conseiller du président. C'est vraiment des symboles donc du régime qui ont été jugés. Donc il y en a qui applaudissent quand même, mais d'autres sont sceptiques, vous disent que 15 ans de prison pour un chef d'inculpation aussi important, c'est absolument rien. Ah bon. Et surtout que ces personnes-là auraient pu être jugées pour d'autres chefs d'inculpation qui sont tout aussi importants. Peut-être notamment, je parle du frère de l'ancien président, qui est impliqué dans d'autres dossiers de corruption et il n'a pas été interpellé sur ces dossiers-là. Bien sûr. Restez avec nous, Nermin Mendil. Moussa Hamoudi, votre sentiment face à ce verdict et à ce procès, la nature même du procès? Absolument. D'abord, on se trompe, il me semble, de considérer ou de voir ce procès d'un point de vue purement juridique. Parce qu'ici, nous sommes face à un régime qui a une morphologie autoritaire de fonctionnement. En fait, ici, on est en face de gens qui se sont tout le temps querellés pour un leadership. Et ils étaient sous la forme de plusieurs clans, et des fois avec des alliances étranges, parce qu'il faut rappeler que l'alliance de Saïd Bouteflika et Mohamed Medien dit Tawfiq n'est pas une alliance naturelle, mais elle était juste un pacte pour liquider Ahmed Gaïd Saleh. Alors qu'avant, ils étaient en parfaite mésentente. Donc ici, il est erroné de considérer ce procès d'un point de vue purement juridique, parce que c'est un règlement de compte. On dit les choses clairement, c'est un règlement de compte. Et puis, à un moment donné, le jeu était qui perd paye. Et donc ici, Ahmed Gaïd Saleh, comme il a gagné, il se constitue en juge et en même temps en victime. Enfin, il a gagné. Et voilà, bien sûr. Il a les armes, surtout. Il a toutes les armes. Il a annexé tous les appareils de l'État et tous les appareils de renseignement. Donc, c'est l'homme fort. Maintenant, dans cette aile-là, qui est l'aile de l'autoritarisme, du pouvoir autoritaire, c'est cette configuration-là. Il y a eu une querelle. Maintenant, il n'y a plus cette morphologie, cette configuration de plusieurs clans. Il n'y a qu'un seul clan et les autres, ils sont en train d'être montrés comme l'exemple pour ceux qui veulent concurrencer Ahmed Gaïd Saleh. Règlement de compte personnel, Fatah Bendali de Gaïd Saleh? Oui, absolument, mais comme ça a été déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus sur le côté purement judiciaire de l'affaire et de bras de force du régime en place. On peut aussi y voir un coup de poker ou un coup de théâtre supplémentaire, parce que rappelez-vous, leur arrestation a été orchestrée et mise en scène il y a quelques mois, il y a 3 ou 4 mois, juste au début ou des premières semaines du Hirak. C'est ça. Maintenant, on assiste à un procès expéditif qui aurait pu être un procès beaucoup plus instruit, beaucoup plus militaire. Mais quel message politique envoie Gaïd Saleh avec ce procès? Le message qu'on peut y voir, en tout cas de manière assez claire, comme je le disais, c'est plutôt à la fois une poudre aux yeux pour dire aux citoyens algériens que nous maîtrisons les choses et qu'on dicte notre verdict, mais aussi c'est pas un hasard du calendrier, sachant que ce procès-là a été organisé une semaine à peine après la convocation du corps électoral. C'est ça. C'est-à-dire vous occupez le terrain par les médias et vous occupez aussi par une manière quelque part de détournement de l'attention du citoyen, sachant que 24 heures avant, c'est-à-dire le vendredi qui a précédé, le peuple et le Hirak s'est encore renforcé de manière spectaculaire en disant non à ce vote et à cette 3e tentative d'élection présidentielle qui s'achemine. Je pense qu'on va revenir sur ça. On va y revenir forcément, bien sûr. Parce que nous allons parler du tournant répressif qu'on observe en ce moment. On va marquer une pause avant cela, avant de passer à ce chapitre qui est évidemment au centre de ce débat. Mais avant cela, avant la pause, j'aimerais juste vous lire l'extrait d'un texte de Jean-Pierre Filiou publié sur un blog du journal Le Monde et qui dit ceci: connaissez-vous un pays où le chef d'état-major désigne la personnalité de son choix pour assurer l'intérim de la présidence de la République?
où ce même général s'exprime en Conseil des ministres avant le chef du gouvernement, où ses souhaits sont en valeur d'ordre que le pouvoir exécutif, mais aussi les deux chambres du Parlement s'empressent d'exécuter, conférant à la volonté du général force de loi. Bienvenue, si vous l'avez pas reconnu, dans l'Algérie du général Gaïd Salah, l'homme qui a voulu imposer un 5e mandat du président Bouteflika avant de le sacrifier sous la pression populaire, puis de tenter aujourd'hui de retrouver dans les urnes un chef d'État aussi accommodant. Fin de citation. Est-ce bien la volonté de Gaïd Salah qui s'impose désormais à l'Algérie? Réponse après la pause. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Le tournant répressif en Algérie, nous en parlons avec nos invités depuis Alger, Nariman Mendy, le journaliste, Zoubida Assoul, le présidente de l'UCP, c'est l'Union pour le changement et le progrès, un parti de l'opposition. Fatah Bendali est avec nous, secrétaire général en Europe du parti Gilles Jadid, et Moussab Amoudi, chercheur doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales, c'est à Paris. Alors la semaine dernière, semble-t-il marqué un tournant dans le bras de fer entre les manifestants et le pouvoir. Le général Gaïd Salah avait en quelque sorte laissé entendre sa volonté d'en finir avec les manifestations. Il a été interdit notamment aux manifestants venant d'autres villes de se rendre à Alger. On a noté aussi la mise en place d'un impressionnant dispositif sécuritaire autour d'Alger. Et à cette occasion, Moussab Amoudi, vous avez déclaré que l'interdiction de l'accès à Alger est le commencement d'une dérive autoritaire sans précédent. Pour vous, le général Gaïd Salah est en train d'essayer en tout cas de casser la mobilisation, je vous ai cité. Absolument, sans ambiguïté. D'ailleurs, il a commencé avec ses discours qui ont ouvert une voie d'escalade, qu'on peut qualifier d'escalade, parce que la tonalité a été très agressive, avec des propos. Bon, le texte original était en arabe, avec des termes très vexants, très à la limite de l'injure, du registre du grivois. Ah oui. Et donc, qui a finalement imposé un embargo comme on connaît les embargos, oui. Donc à Alger. Avant, le prétexte était que, il y a une infime minorité, selon les dires de Gaïd Salah, qui portait l'emblème amazigh, l'emblème identitaire, donc il fallait les écarter. Or, après le discours, c'était même l'emblème national, le drapeau national qui était interdit d'accès à Alger, la capitale. Mmh. Et donc, Gaïd Salah avait mis derrière lui ses services, notamment la DGSI de Wassini Bouazza et du DSS, qui est une nouvelle appellation du DRS commandée par Mohamed Qaïdi. Donc cette option-là... Et le DRS, c'est quoi ? C'est la direction des renseignements de sécurité dont le patron était Mohamed Medien, le Bouteflika actuellement condamné. D'accord. Et donc, qui était maintenant, ce service est entre les mains de Ahmed Qaïdi, qui est un général qui ne vient pas des renseignements, mais de l'état-major. Donc, il est proche de Ahmed Gaïd Salah, mais qui ne connaît pas très bien le fonctionnement du renseignement. Et donc, ainsi, le but était de pousser au pourrissement et essayer de trouver la faille, de minimiser le nombre pour provoquer des sortes de violences, pour imposer l'option sécuritaire et donc la dérive autoritaire. Or, la masse était intacte, le peuple fait toujours face, avec son arme. Et l'arme du peuple, c'est la silmiya, c'est le pacifisme. Est-ce que vous pensez que la prochaine étape pourrait être l'annonce d'un état d'urgence, par exemple, en Algérie ? C'est ce qu'il cherche. C'est ce que cherche effectivement Ahmed Gaïd Salah, mais il n'a pas les moyens de l'imposer. Il a tous les services qui sont à ses bottes, mais qui n'arrivent pas à imposer ses options. D'où la tonalité qu'il adopte, parce qu'il faut comprendre qu'actuellement Ahmed Gaïd Salah, c'est quelqu'un de furieux, qui est hors de lui, qui n'arrive pas à comprendre comment il peut détenir tous les pouvoirs, que ce soit politique, que ce soit sécuritaire, mais il peine à imposer son agenda face à des populations qui n'ont qu'une seule arme, c'est la silmiya. Donc effectivement, il cherche à pousser au pourrissement, mais il n'a pas les moyens, visiblement, il n'arrive pas il peine à imposer son agenda aussi parce qu'il ne veut peut-être pas franchir le Rubicon du coup d'État. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est un régime qui n'aime pas être au devant de la scène. La junte militaire à l'algérienne n'aime pas être devant les gens, ni devant l'opinion internationale. Elle aime toujours être derrière le rideau. Et c'est ainsi qu'il a du mal à imposer ça de manière franche et directe. Zoubida Assoul, on voit bien que le général Gaïd Salah n'est plus derrière le rideau, désormais. C'est bien l'homme fort aujourd'hui en Algérie. Est-ce que les prochains vendredis seront plus compliqués pour les manifestants ?
Écoutez, en tout cas, il le montre bien. Il veut absolument montrer à tout le monde que c'est lui qui décide. D'ailleurs, quand on prend uniquement la proposition de convoquer le corps électoral pour le 15 septembre et le chef de l'État par intérim s'est exécuté, il n'a même pas décalé de 24 heures. Donc, non seulement il est l'homme fort du pays actuellement, qui a tous les pouvoirs entre ses mains, il ne répond devant personne, il ne rend compte devant personne parce qu'il y a un vide que le pouvoir a créé, il faut toujours le rappeler, parce que le vide constitutionnel que vit l'Algérie aujourd'hui, c'est bien le pouvoir en place et le chef d'état-major en fait partie puisqu'il a cautionné le 4e mandat, il était même partant pour le 5e mandat si le peuple n'était pas sorti dans la rue. Donc du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est lui l'homme fort. Mais aujourd'hui, tout le contraire de ses prédécesseurs, même s'il avait le poids de choisir les présidents de la République, mais aujourd'hui, lui, il le fait savoir, il le montre, puisqu'il s'adresse quand même aux Algériens à travers et à partir des casernes. Il réunit les militaires pour faire passer des discours politiques, alors que de l'autre côté, dans son discours, il passe son temps à nous dire que l'armée ne fait pas de politique, que l'armée ne s'ingère pas dans la politique, alors qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide. Mais mieux que ça, aujourd'hui, je pense que la réponse des millions d'Algériens et d'Algériennes qui sortent depuis 7 mois pacifiquement dans une révolution pacifique, la révolution du sourire, devant ces menaces, devant l'embargo qui est posé sur la capitale, même nous, les résidents qui habitent à Alger, on a du mal à circuler le vendredi. Les routes sont coupées pour accéder au centre-ville pour faire les manifs. Mais nous, on l'a fait, les forces de l'alternative démocratique, le vendredi passé. On est sortis ensemble et la foule était tellement dense que c'était pas possible. Ça a été une réponse sans équivoque de la part des Algériens et des Algériennes qui disent on n'a pas peur de lui, on n'a pas peur du chef d'état-major, et même si les menaces ne vont pas nous arrêter. Pourquoi ? Parce que les Algériens sont conscients des enjeux. Ils veulent pas brader leur révolution. Ils ont envie depuis le début et ils ont réclamé la rupture définitive avec ce système. Et la rupture ne peut pas passer par le changement d'un président ou le nom d'un président avec les mêmes mécanismes, avec les mêmes conditions. De surcroît, quand vous voyez les conditions et le climat qui règne aujourd'hui sur Alger, c'est vraiment pas un climat qui militerait pour l'organisation des élections présidentielles sur tous les plans. Quand vous voyez les textes qui ont été élaborés entre le Conseil des ministres, l'adoption du Parlement avec ses 2 chambres, le Conseil constitutionnel, tout ça s'est fait en 6 jours. C'est vraiment du jamais vu. Ça se voit qu'il veut faire passer les élections par un coup de force. Mais aujourd'hui, les Algériens sont déterminés. Moi, j'ai confiance parce que ils veulent pas de ces élections. Ces élections ne vont rien régler. Ils vont juste permettre le maintien de ce système. Alors, comment empêcher la tenue de cette élection présidentielle prévue donc désormais pour le 12 décembre prochain, Fattah Bendali? Est-ce que vous pensez que cette fois, le pouvoir va tenter un passage en force pour organiser coûte que coûte cette élection qui pourrait évidemment permettre au général Gaïd Salah de ne pas tomber, je dirais, dans une situation de coup d'État, parce que cette ambiguïté, il ne peut pas la maintenir indéfiniment. Absolument. Il l'a déjà montré en voulant maintenir la première tentative d'élection en avril. Il voulait ensuite imposer un deuxième calendrier en juillet. En juillet, oui. Voilà. Et là, comme on dit, jamais 203, il tente encore, avant la fin de l'année, un énième essai. Mais on dirait qu'il a... Vous allez dire que c'est pas étonnant de la part d'un militaire qui a fait sa carrière en donnant que des ordres. Et donc, il n'a pas changé de mode de fonctionnement et il est dans un autisme absolu par rapport au peuple qui ne cesse de réclamer avec détermination sa volonté. Donc, du coup, il peut très bien continuer à gérer ou à voir le 12 décembre comme une date satisfaisante pour lui, pour laquelle il va organiser des élections avec des alliés probablement qui lui sont proches, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu un certain nombre de personnes ou de personnalités qui ont voulu jouer ce jeu-là et qui ont été jusqu'à retirer les dossiers de candidature. On verra s'ils iront jusqu'au dépôt et jusqu'à la proclamation des candidatures officielles par cette instance qui a été aussi créée de manière spectaculaire et très, très rapide. Donc, tout cela pour dire que ces élections
s'il n'a pas compris que l'environnement n'est pas propice, le peuple va lui faire comprendre, encore une fois, ne serait-ce qu'à travers, je parle plus particulièrement de la diaspora, parce qu'il est pas mal mobilisée, encore plus forte dimanche dernier à la Place de la République, et qui va encore organiser des marches les week-ends du 5 et du 6 octobre. Et du Place de la République à Paris, il faut le préciser, c'est ça. Place de la République à Paris, pardon. Mais les marches qui sont programmées d'ores et déjà pour le 5 et le 6 octobre, pour mémoire, c'est une date anniversaire pour les événements d'octobre 88. Et pour le 1er novembre, pour ne citer que ces deux dates symboliquement importantes pour les Algériens, s'annonce très forte en mobilisation et s'annonce une leçon supplémentaire, toujours pacifique et silmiya, pour ce régime qui n'a pas encore compris. Je me tourne vers Alger, on va retrouver Nariman Mendil. Nariman Mendil, selon vous, est-ce que les manifestations vont, au cours des prochaines semaines, changer de nature face au dispositif sécuritaire qui est mis en place désormais, et surtout, je veux dire, à la tentative, on voit bien la tentative de l'armée de mater, il faut bien le dire, ces manifestations. Alors, est-ce que les manifestations vont se poursuivre? Sûrement. Du moins, les gens dehors semblent être toujours mobilisés, plus décidés que jamais à aller de l'avant, à ne pas changer de cap. J'ai envie de dire, puisqu'on maintient les mêmes revendications avec toujours la même méthode, donc toujours des manifestations pacifiques. Les gens ne sont pas prêts à changer, puisqu'on a bien compris ici en Algérie que ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement répondre à cette répression il ne faut pas aller vers un bras de force, ou il ne faut pas aller vers de la violence. On a bien compris que si on va vers des manifestations ou vers de la violence, que l'armée peut réprimander, que l'armée peut répondre et qu'on peut aller vers un état de siège. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Ce qui a changé quand même entre-temps, c'est qu'il y a de plus en plus d'interpellations, d'arrestations, et ça c'est nouveau quand même de la part de la puissance publique. Il y a toujours eu des arrestations. Chaque vendredi, pratiquement, on en a eu quelques-unes. Il y en a eu qui ont été relâchées tout de suite après, donc en fin de journée, donc qui sont arrêtés en début de manifestation, relâchés tout de suite après. Oui. Ce qui est, par contre, un peu... je ne sais pas si c'est alarmant ou ce qu'il faudrait retenir, c'est l'arrestation de certaines figures de l'opposition. Il y en a eu quelques-unes où des gens qui ont fait des déclarations contre l'armée, c'est ceux-là en revanche qui ont été qui sont en détention, qui le sont toujours. Certains devaient être jugés ces jours-ci. Après, c'est vrai qu'il y a quand même de simples citoyens qui sont sortis manifester, exprimer leurs opinions, qui ont été incarcérés aussi, qui n'ont pas été relâchés. Il y a un peu plus d'une quarantaine, si je ne m'abuse. Oui. On n'a pas de chiffre exact. Et qui sont toujours donc incarcérés et qui attendent d'être jugés, donc qui sont sous mandat de dépôt. Il y a le cas notamment du journaliste Fodil Boumala qui a été arrêté, mis en détention provisoire. C'est ça, hein? Oui, il y a Fodil Boumala, il y a un autre journaliste. Je vous donne cet exemple parce que c'était pour savoir si pour vous, en tant que journaliste, vous arrivez, je veux dire, à couvrir ces événements dans les meilleures conditions, ou alors si c'est de plus en plus compliqué. C'est un peu compliqué, puisqu'au fait, il y a aussi un peu l'opinion publique où il y a les manifestants qui n'aident pas forcément. Alors si vous dites que la presse n'est pas de notre côté, on essaye de faire quand même notre boulot le plus correctement possible. Donc entre le pouvoir qui réprimande un peu ou qui est là à surveiller la presse et les manifestants qui ne sont pas forcément coopératifs, c'est pas toujours évident. Après, pour le cas de Fodil Boumala particulièrement, il est journaliste et activiste en même temps. Ça reste toujours injustifié, ces arrestations de toute façon. Il y a un autre journaliste qui a été convoqué, un correspondant de chaîne étrangère. Oui. Il a été convoqué par la gendarmerie nationale il y a maintenant 3 jours. Il devrait passer donc devant la Cour de justice demain. Merci. On peut aussi citer le cas de l'opposant Karim Tabou, écroué le 12 septembre dernier. Samir Ben Larbi également, incarcéré lui aussi pour atteinte à l'unité nationale. Zoubida Assoul, je voulais votre opinion sur ce panel national de conciliation et de dialogue qui a été mis en place, ou qui va être mis en place. En tout cas, c'est le souhait du gouvernement. À quoi va servir précisément ce panel de conciliation et de dialogue, puisque il est mis
mise en place dans la perspective de cette élection présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain? Si vous permettez, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire quelques mots concernant les arrestations et l'emprisonnement des politiques, des activistes et tout ça. Comme je fais partie du collectif des avocats, à la fois, j'ai vu avant-hier Fodel Boumela, j'ai vu Karim Tabou, j'ai vu Samer Belardi, et même une étudiante qui a à peine 22 ans, dans deuxième année sciences économiques, et qui était juste de passage, qui n'était même pas parmi les manifestants, et elle s'est retrouvée en prison. La pauvre, elle était complètement paumée. Quand je l'ai vue, elle ne savait pas ce qui lui arrivait, et elle n'était même pas participante aux manifestations. Elle se trouvait juste par hasard, et elle se retrouve en prison, en détention provisoire. Donc, franchement, ce qui nous inquiète, nous, en tant que politique à la fois, mais en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est justement la dégradation sur le plan des libertés individuelles et collectives et les droits de l'homme en Algérie ces dernières semaines. Maintenant... Et c'est pour ça que nous parlons d'ailleurs du tournant répressif. Mais alors, on va marquer une pause. Zoubida Assoul, c'est le chronomètre qui m'indique cela. Et ensuite, vous allez répondre sur la mise en place de ce panel national de conciliation et de dialogue. Ça s'appelle ainsi. À tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Le tournant répressif en Algérie, nous en parlons avec Moussab Amoudi, chercheur doctorant à l'HESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Fatah Bendali est avec nous, secrétaire général en Europe du parti Gilles Jadid. Au téléphone depuis Alger, notre consoeur Nariman Mendil et Zoubida Assoul, qu'on rejoint à présent, présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP. Zoubida Assoul, donc à propos de ce panel national de conciliation et de dialogue qui devrait donc conduire normalement le processus électoral. D'abord, ce panel, au départ, quand il s'est proposé, en fait, on nous dit que c'est la société civile qui l'a proposé. Et au fil des jours, on s'est rendu compte que finalement, c'était des personnes que le pouvoir avait chargées comme intermédiaires pour essayer de, soi-disant, faciliter le dialogue et organiser un dialogue national afin d'arriver à une solution consensuelle de la crise politique que vit le pays. Mais au fil des jours, finalement, ce panel qui est composé au finish, selon le rapport qu'on a eu, de 15 personnes et qui s'est, au fil des jours, transformé d'un panel facilitateur, médiateur, pour aller vers une conférence nationale de dialogue national et qui peut aboutir au finish à une feuille de route consensuelle pour résoudre la crise. Finalement, il s'est transformé en une commission d'organisation des élections selon la feuille de route du pouvoir en place. Et d'ailleurs, je vous fais savoir que dans son rapport, il y avait même les deux projets de loi relatifs à l'amendement de la loi électorale, mais aussi à la création de l'autorité nationale des élections. Tout ça a été fait en un laps de temps d'un mois et 10 jours. Et vraiment, aujourd'hui, d'ailleurs, quand on cherche ce panel-là, il n'existe plus. Il a disparu juste après avoir déposé son rapport et la convocation du corps électoral. Donc, finalement, l'arrière-pensée du pouvoir, ce n'était pas du tout d'aller réellement vers un dialogue, puisque beaucoup de partis politiques de l'opposition avaient proposé des feuilles de route de dialogue inclusifs afin d'arriver avec le pouvoir en place et même l'armée de discuter pour arriver à une solution politique de la crise. Finalement, il s'avère qu'il n'y avait pas de volonté politique d'aller vers ce dialogue, mais plutôt d'imposer une feuille de route unilatérale et arbitraire, comme d'habitude, quoi. D'autant que les manifestants continuent de réclamer la mise en place d'une période de transition et la nomination d'un président et d'un gouvernement de consensus. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Pourquoi l'armée n'accepte pas cette transition, Moussab Amoudi? Parce qu'elle joue sa survie, c'est à qui tout double. Et justement, le panel, aussi bien que le comité d'organisation des élections, c'est la continuité de la logique du régime, c'est-à-dire imposer une façade, une vitrine politique. Mais ça ne garantit pas l'apaisement, c'est ça qui est étonnant. Absolument pas, au contraire, ça l'attise même. Donc parce que on a vu même le comité d'organisation des élections, on lui a octroyé, le commandement militaire lui a octroyé les prérogatives de police politique et de censure médiatique dans le texte. Et donc, c'est pour ça que ces mesures pour la population sont non avenues et dénuées de sens. Parce qu'actuellement, la logique en profondeur, c'est le régime militaire
incarné certes par Gaïd Salah, mais d'autres généraux, quelques soixantaines en tout, qui ont une option, qui veulent maintenir l'option constitutionnelle face à la population qui espère un changement à travers une constituante, le changement de tout le régime pour fonder un nouvel État sur de nouvelles bases. Et ainsi, quand on voit la façon de faire du commandement militaire, on comprend même que dans son agressivité, il est à la défensive, parce qu'il faut relever de la rhétorique de Gaïd Salah 2 éléments à travers tous ses discours. C'est la prolixité et la mobilité. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui n'arrête pas de parler, et ça, même quand on voit la réception populaire, c'est toujours avec le ton de la lassitude. Il a encore parlé. C'est pas possible. Oui. Et donc, c'est pour prouver quelque chose, pour dire, ne vous inquiétez pas, à son clan, à son propre clan, qui est en train de se fragmenter de l'intérieur, de lui dire, ne vous inquiétez pas, je suis en train de gérer. Et puis, le deuxième élément que j'ai souligné, c'est la mobilité. On voit qu'il parcourt énormément de territoires en Algérie. Il est tantôt dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, le littoral, le sud, le Sahara. Et pourquoi ? Parce qu'il doit, dans sa tête, gérer les régions militaires qui pensent peuvent à un moment donné lui échapper. Et donc, même dans cette agressivité, l'état-major est dans la défensive. Et c'est pour ça que la population a détecté ces éléments, autant que mobilisation, pas forcément autant qu'individu, mais la foule a sa logique. Et donc, eux-mêmes, ils poussent vers une escalade de dire, maintenant, si vous ne remettez pas le pouvoir aux civils, on va aller dans l'escalade, et on l'a vu à travers des slogans tels « Généraux à la poubelle ». Il faut savoir que ce slogan a été crié dans Alger, « Généraux à la poubelle », et c'est quelque chose de grandiose. Moussa Bamoudi, merci beaucoup. Un mot de conclusion, Fatah Bendali. Alors, je propose qu'on fasse prochainement une émission quand même sur les partis politiques, parce qu'on parle beaucoup évidemment de la foule, on parle de mouvements de contestation, de soulèvement populaire, mais ce serait bien de porter peut-être de mettre le projecteur sur la partition que jouent actuellement les partis constitués dans ce qu'il faut bien appeler cette révolution. Bon, on fera une émission et comme ça on vous réinvitera. On invitera bien sûr aussi Zoubida Assoul qui s'exprimera au nom de l'UCP. Absolument. Un mot de conclusion s'il vous plaît. Ce sera bien volontiers qu'on sera là à cette émission. Alors juste pour conclure, peut-être rappeler à nos auditeurs que le processus électoral n'est pas une fin en soi. Certes, c'est un mode ou un outil pour arriver à une certaine crédibilité, à une certaine légitimité qui fait défaut dans le dispositif, enfin dans le pays actuellement. Et du coup, pour y parvenir, il faut tout simplement rappeler les bases. On ne peut pas organiser ou on ne peut pas forcer de surcroît une élection s'il n'y a pas un environnement serein, qu'il n'y a pas un environnement qui est propice à l'élection. Pour l'avoir, il faudrait que ce régime actuellement en place donne certains gages et donne certaines garanties. Comment voulez-vous avoir un climat serein alors que vous avez des arrestations qu'on avait évoquées tout à l'heure ? Comment voulez-vous avoir ce climat propice à l'élection alors que le peuple n'est pas écouté ? C'est ça. Donc, d'abord, si on veut organiser une élection, ce n'est pas la date qui compte, mais c'est le climat dans lequel elle est organisée. D'abord, écouter le peuple. Que veut le peuple ? Il veut recouvrir sa souveraineté et la légitimité de ses institutions. Donc écoutons le peuple et allons progressivement à cette élection. Je n'aurai pas le temps de donner la parole encore à Nariman Mendil, mais on aura l'occasion de la réinviter. Je me tourne de nouveau vers vous, Moussa Bamoudi. Vous aviez une information, je crois. Oui, là ça vient de tomber, c'est confirmé. On vient de remettre l'opposant Karim Tabou en liberté conditionnelle. C'est dire que la pression populaire a son mot à dire. Karim Tabou, que vous avez rencontré, Zoubida Assoul, Oui, absolument. Oui. Je fais partie du collectif. Voilà, vous apprenez la nouvelle en direct. Oui, la chambre d'accusation, aujourd'hui, le collectif a déposé un appel de l'ordonnance du juge d'instruction de placement en détention provisoire. Et enfin, la chambre d'accusation a libéré Karim Tabou et elle l'a laissé en liberté. Non, c'est pas en liberté provisoire, plutôt, c'est pas conditionnel. Et donc, il va enfin retrouver sa famille et ses enfants. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a quand même des magistrats qui sont là pour appliquer la loi. Et on ne peut que s'en réjouir. Et c'est une bonne nouvelle à la fin de cette émission. Bien sûr, on continuera à suivre cette actualité algérienne. Merci Nariman Mendil. Je sais que vous êtes très indulgente avec nous. Je n'ai pas eu le temps de vous faire une conclusion, mais vous en aurez d'autres évidemment à faire lors de nos prochaines éditions consacrées à l'Algérie. Merci beaucoup. Zoubida
Rassoul, merci à vous, présidente de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Fatah Bendali, merci à vous, secrétaire général en Europe du parti Gilles Jadid. Et Moussab Amoudi, merci d'être venu jusqu'à nous, chercheur doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales de HESS de Paris. Merci beaucoup. Merci à Hugo Vallier qui a réalisé cette émission que vous pourrez écouter en podcast dès ce soir sur notre site africaradio.com. Merci à Edouard Ning qui a participé à la préparation de cette émission avec Stéphanie Hartmann. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. L'édition de demain sera consacrée au Gabon. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa Radio et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.